peu nombreuses, messieurs, bonjour. Alors, j'ai le plaisir de partager avec vous, non pas un éclaircissement de la situation, mais plutôt des réflexions, parce qu'en matière d'économie, aujourd'hui, on a très peu de certitudes. On est dans un contexte profond d'incertitude, et c'est pour ça que le titre de la présentation se veut constructif. Quelle est la résilience économique à laquelle on peut s'attendre aujourd'hui dans ce contexte plutôt délicat? Alors, quelques constats pour entamer ces réflexions. Le premier constat, c'est que la normalisation de la croissance passe par la modération. Et cette modération, elle induit systématiquement un ralentissement après les niveaux qu'on a pu connaître en 2021. Je reviendrai vite là-dessus. Ça surprend. Deuxième point, on a une inflation qui reste persistante, qui est persistante et qui reste galopante. Et on doute du contrôle des banques centrales par rapport aux politiques monétaires. Troisième constat, les contraintes économiques qu'on a aujourd'hui sont très étroitement liées avec les contraintes géopolitiques. Pourquoi? Parce qu'elles enclenchent une augmentation des prix, des coûts pour les entreprises, et surtout, on reviendra là-dessus, l'appréciation du dollar. Mais on ne doit pas oublier que les gouvernements sont à la manœuvre déjà depuis la crise du Covid, avec l'accélération des grandes tendances, et ces grandes transitions, vous les connaissez aujourd'hui. C'est la démographie, avec les investissements dans la santé et les sciences de la vie. C'est la transition digitale qui va également nous aider dans cette transition démographique. Et c'est enfin la transition énergétique qui a été, vous le savez tous, accélérée par les événements géopolitiques récents. Et tout ça nous amène, malgré des forces contradictoires, dans un environnement de volatilité. Volatilité, pourquoi? Parce que le sentiment est malmené, et on va voir ça très rapidement. Alors, je vais commencer par vous illustrer l'évolution de ce ralentissement de croissance. On était sur des niveaux en Suisse de 9% en début 2021. Forcément que le ralentissement est drastique, puisqu'aujourd'hui, on est sur des niveaux plutôt des rythmes de 1,5%. Mais vous le voyez, ce sont des rythmes qu'on a connus précédemment. Est-ce que réellement, on est en fin de cycle et on doit s'attendre à voir ces récessions que l'on connaît bien en 2009, en 2020, des récessions de fin de cycle? Est-ce que réellement, aujourd'hui, après une grosse année de croissance, forte certes, on peut s'attendre automatiquement à une récession? Et donc, la question qui se pose, c'est la fragilisation de cette croissance. Et l'inflation est évidemment un facteur de fragilisation. Pourquoi? Vous le savez tous, en tant que financier, c'est un destructeur de valeur. Et deuxième aspect, cette inflation qui touche différemment certains secteurs, cette inflation, si elle enclenche une récession, et on fait souvent la comparaison avec les années 70, on fait la comparaison parce qu'on avait un choc aussi énergétique, pour enclencher cette récession automatiquement à partir de l'inflation, il faut d'autres mécanismes qui s'enclenchent. C'était le cas dans les années 70. Il faut des mécanismes d'indexation automatique. Cette indexation automatique, à partir du moment où elle est liée au prix courant, elle enclenche des phénomènes de récession. Et c'est la raison pour laquelle l'ancrage des anticipations d'inflation est primordial pour les banques centrales, parce que c'est sur cet ancrage des objectifs d'inflation que les indexations des salaires doivent se fixer. Autrement, vous créez un phénomène d'indexation automatique grave qui peut avoir des conséquences de récession. Mais ce n'est pas une cause en soi de récession, c'est important. Maintenant, quels sont les catalyseurs de récession potentielle? Et ils ne sont pas exactement les mêmes selon les régions. Premier catalyseur, qui est lié évidemment à ce phénomène d'inflation, c'est l'évolution des prix du gaz. Et vous avez en face de vous les courbes bleues qui vous montrent l'évolution des prix du gaz en Europe sur le marché courant et l'impact sur les prix à la consommation, avec une augmentation de 35% des prix de l'électricité
en Europe. On annonce 22% en Suisse. Vous le voyez également qu'aux États-Unis, l'impact est beaucoup moins important. Qu'est-ce qui est derrière cette évolution? Eh bien, évidemment, des composites d'énergie qui sont très différents. En Europe, on a 80% de dépendance encore aux énergies fossiles. En Suisse, on est plutôt autour de 40 à 50%. En Europe, on a 25% de dépendance au gaz. En Suisse, on est autour de 10%. Donc clairement, les différences sont liées également à cette évolution, à ce composite de l'énergie. Donc, pourquoi est-ce un catalyseur de récession? Parce que si réellement ce phénomène persiste, et les événements géopolitiques l'alimentent bien entendu, vous allez enclencher des disparités importantes de réaction selon les secteurs et donc selon les pays. On entend déjà Arcelor qui ferme une série d'unités de production d'aluminium. C'est un effet direct sur l'Allemagne. C'est un effet direct sur les deux principaux secteurs de l'Allemagne que sont la chimie et l'automobile. Donc clairement, si ce prix persiste à ces niveaux actuels, voire même s'accélère, on est dans une situation où l'Europe va souffrir et va souffrir assez différemment. Deuxième catalyseur de récession, la politique monétaire aux États-Unis. Quel est le graphe que vous avez en face de vous? La politique de taux d'intérêt versus les indicateurs d'activité. Vous le savez, la Fed a mentionné qu'elle était prête à fragiliser l'activité pour pouvoir faire face à l'inflation. On a au mois de septembre encore une réunion qui va très probablement positionner les taux d'intérêt au niveau qui sont attendus par les marchés, c'est-à-dire de plus de 3%. Que se passe-t-il au-delà de ces 3%? Et l'indicateur que je vous mets là vous montre qu'en général, quand on passe les seuils, les planchers qui sont ceux-là sur l'activité, en général, dans le passé, la Fed s'est arrêtée de resserrer ses taux. Donc, si elle décide de continuer malgré la fragilité de la croissance, de la dynamique de croissance, certainement qu'elle risque de provoquer des trimestres négatifs qui se cumulent, puisqu'elle en a déjà eu, mais ce sont des trimestres plutôt techniques. Mais aujourd'hui, est-ce que la Fed est prête à enclencher une récession? C'est une question auquel nous avons évidemment répondu par elle n'ira pas au-delà de ces niveaux qui sont des niveaux tangents et qui sont prévus par les marchés. Mais c'est évidemment des réflexions. Troisième facteur ou catalyseur de récession, qu'est-ce qui se passe sur les mouvements de change? Qu'est-ce qui se passe sur le dollar? Le dollar est en train, au niveau effectif et vis-à-vis de l'euro, de s'apprécier. Il s'apprécie à travers tout le monde par rapport à toutes les devises. C'est un facteur de ralentissement du commerce mondial, au-delà du ralentissement américain. C'est un facteur de ralentissement du commerce mondial. C'est un facteur de contrainte pour les pays émergents. Donc là aussi, on a atteint des niveaux extrêmes au niveau de l'appréciation du dollar. La fin de cette appréciation serait un facteur de soulagement. Sinon, c'est de nouveau une contrainte qui s'accumule. Est-ce que l'appréciation du franc suisse vis-à-vis de l'euro est une problématique de récession pour la Suisse? Et là, j'irai très rapidement en vous disant que la Banque centrale suisse est en train de stabiliser la devise du franc suisse par rapport à l'écart des prix à la consommation. En revanche, l'appréciation qu'a subie le franc suisse par rapport à l'euro ne compense pas la hausse des coûts des entreprises européennes. Ce qui veut donc dire que la perte de compétitivité des petites et moyennes entreprises suisses, pour l'instant, n'est pas mise à mal par cette appréciation du franc suisse. Mais évidemment, la poursuite de ce mouvement pourrait potentiellement avoir un impact sur ces petites entreprises. Quant aux grandes entreprises, elles travaillent par rapport au dollar. Donc effectivement, l'appréciation du dollar et leurs échanges internationaux sont mis à mal par cette évolution. Donc troisième catalyseur
principal de récession, l'appréciation du dollar et les mouvements qu'on peut avoir sur l'échange. Est-ce que ces catalyseurs sont activés? Pas tout à fait. On ne peut pas aujourd'hui conclure dans une récession généralisée et synchronisée sur base de 3 risques, mais des risques qui ne sont pas activés au niveau de leur catalyseur de récession automatique. Et maintenant, j'en viendrai au sentiment. Puisque vous êtes dans ce contexte d'incertitude, de catalyseurs possibles, de risques qui s'accumulent, que se passe-t-il sur le sentiment? Eh bien, le sentiment du particulier, si vous prenez le consommateur, effectivement, il est mis à mal, il s'écroule, il est sous la pression de la perte du pouvoir d'achat et c'est un sentiment qui est chahuté. Que se passe-t-il sur le sentiment des marchés? Et vous en êtes beaucoup plus proche encore. Eh bien, ce sentiment des marchés est lui aussi chahuté. Et j'ai voulu ici vous comparer depuis 2020 l'évolution des valorisations du marché versus ce qui se passe sur l'activité économique, le PIB, et ce qui se passe également sur les biens réels de l'immobilier, pour comprendre un peu tous ces actifs en Suisse, qu'est-ce qu'ils corrigent. Et vous voyez clairement que la correction est une correction importante qui anticipe clairement le ralentissement économique. En revanche, c'est potentiellement une adaptation qui peut encore évoluer si on devait plonger dans une récession importante. Donc c'est un sentiment qui est chahuté et qui, dans des points d'inflexion, on a la coutume de voir que c'est le sentiment qui domine l'évolution des marchés financiers. Alors, qu'en est-il de la résilience finalement? Parce que je vous ai parlé beaucoup de tous ces facteurs qui attaquent la croissance, qui attaquent finalement le sentiment des différents acteurs. Mais que se passe-t-il sur la résilience de ces acteurs économiques? Et là, je vous illustre cette résilience. Premier point, par la profitabilité des entreprises. Certes, la profitabilité des entreprises est mise à mal par la hausse des coûts, mais on part de niveaux de marge de profitabilité qui étaient exceptionnels. Donc, il y a une marge d'absorption relative par rapport à cette évolution des coûts qui pénalisent, bien entendu, la profitabilité des entreprises. Deuxième solidité financière sur laquelle on peut s'appuyer, c'est celle du particulier. Particulier qui a accumulé une épargne ces dernières années avec la crise du Covid et particulier qui bénéficie d'un marché de l'emploi où on parle beaucoup plus de pénurie d'emplois plutôt que de problématiques de hausse du chômage. Donc les revenus du travail sont là également pour soutenir, pour créer une certaine résilience des principaux acteurs économique. Et troisième facteur de résilience, on en a parlé, ces programmes qui se multiplient et qui vont combiner un investissement entre les gouvernements et les entreprises, qui sont des investissements qui ne sont pas des dépenses publiques pures, mais qui sont clairement des investissements pour générer de la productivité et faire face aux transitions futures, transition démographique, transition digitale et troisième transition, la transition énergétique. Tous ces programmes sont orientés pour un partenariat avec les entreprises et pour soutenir l'activité des investissements. Je passerai rapidement Genève. Genève, on connaît Genève et sa résilience. Résilience grâce aux sciences de la vie, grâce à son secteur de pharma et de chimie, grâce à son secteur de l'horlogerie et la destination des clients qui sont un peu différents de ceux qui sont touchés par le pouvoir d'achat aujourd'hui. Et donc, on a une résilience, un secteur financier également à Genève qui est résilient. On a une résilience à Genève qui permet de voir un peu l'avenir un peu moins négativement que ce que les marchés nous pointent par leur valorisation. Voilà, je terminerai là-dessus avec quelques conclusions. Quelques conclusions, vous l'avez compris, qui ne sont que des réflexions, puisqu'on n'a aucune certitude sur les facteurs et leur enclenchement. On a un ajustement. Cet ajustement de la croissance est nécessaire. Évidemment, les acteurs financiers préfèrent l'accélération et quand on est dans des ralentissements, toutes les fragilités sont épinglées alors qu'avant on les négligeait.
On est dans cette phase et c'est la raison pour laquelle le sentiment domine sur la plupart des marchés financiers. On a des catalyseurs de récession, mais ces catalyseurs-là ne sont pas activés de manière synchronisée. On ne peut pas aujourd'hui pointer une récession automatique globalisée de l'ensemble des économies. On a, je vous l'ai dit, une solidité financière des acteurs financiers, et ça, c'est un facteur important de résilience. Et on a la contribution des investissements des gouvernements, qui, elle, est un facteur, et j'insiste là-dessus, de productivité et non pas de dépenses automatiques des gouvernements. Cette transition de long terme, ce sont des facteurs également de résilience pour l'avenir et pour le ralentissement qu'on connaît aujourd'hui. On ne doit pas les oublier, on ne doit pas non plus les attribuer uniquement à des problématiques de gouvernement. Genève, évidemment, se distingue toujours dans cette résilience. Donc, attention à l'analyse d'un point d'inflexion, de son moment de point d'inflexion. On ne parle pas systématiquement de récession, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer aujourd'hui. On est dans cette phase de point d'inflexion où on va devoir essayer de situer ce ralentissement et puis là où il peut s'arrêter. Et c'est vrai que les catalyseurs de récession sont importants, mais attention de tout de suite peindre le diable sur la muraille. Voilà, je vous laisse sur ces perspectives. Elles peuvent être contredites, on peut en discuter, notamment sur les taux de change. Il y a vraiment des phénomènes très importants qui se passent au niveau des taux de change, qui peuvent aller sur des extrêmes qui ne sont pas ici planifiés. Mais attention de prendre les extrêmes comme des références à moyen long terme. Elles ne révèlent pas aujourd'hui la situation dans 18 mois. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis évidemment, nous passerons aux questions plus tard.